Mélenchon a expliqué qu'il sent bien cette campagne, je le cite. Dans cette dernière ligne droite, vous avez une nouvelle stratégie, c'est d'appeler au vote barrage, avec l'idée de se débarrasser de l'extrême droite dès le premier tour. Au barrage qui va être fait, qui pourrait être fait au second tour, dès le premier tour, on peut faire barrage en envoyant en effet un candidat qui portera quand même des débats qui auraient une autre tenue, une autre teneur et une autre tenue. On parlerait d'autres choses. Ça changerait quoi dans l'atmosphère politique, dans l'atmosphère de ce pays, dans ce qui se joue même dans cette élection présidentielle? Fondamentalement, le seul projet qui contraste, c'est le nôtre. Parce que sur la question des retraites, on est les seuls à proposer 60 ans. Macron, il a fait quelques annonces sociales. C'est quand même RSA conditionné à 15 à 20 heures de formation, continuer à casser le code du travail parce qu'il trouve que c'est toujours trop épais après 2017, alors qu'il a déjà détruit une bonne partie de ce qui existait, continuer la réforme de l'assurance chômage, et on sait que Marine Le Pen, elle est dans la même lignée sur le plan social. Et puis après, si on en vient aux enjeux écologiques quand même, dont on n'a malheureusement pas beaucoup parlé en vérité pendant cette campagne, ni l'un ni l'autre n'ont d'ambition sur ce plan. Et il y a plein de gens dans la tête aujourd'hui qui se disent Mélenchon, c'est peut-être pas mon premier choix, mais est-ce que finalement je vais pas voter pour lui pour le qualifier au deuxième tour? Moi je leur dis, si vous le faites, vous serez respectés, vous serez les bienvenus. Il y a un Parlement de l'Union populaire, il y a une forme de regroupement, de rassemblement autour de la campagne de Jean-Luc Mélenchon, et je crois pas que les personnes qui nous ont rejoints dans cette campagne, ils ont le sentiment d'avoir été maltraités, pas écoutés. Il y a quand même quelque chose qui revient à tort ou à raison. En tout cas, il y a beaucoup de gens qui s'interrogent sur la question de l'exercice du pouvoir et de la pratique du pouvoir, mais qui redoutent une forme d'autoritarisme de Jean-Luc Mélenchon. Qu'est-ce que vous, à ces gens qui hésitent encore là-dessus, ou qui s'interrogent, qu'est-ce que vous leur dites à 12 jours du scrutin? Comment vous pouvez les rassurer? Je pense que la meilleure réponse, c'est la 6ème République, quand même. Au bout de 2 ans. Au bout de 2 ans, d'accord, mais je pense que les gens, ils auront quand même, entre-temps, voté pour qu'on remette le pays un peu dans le bon sens, c'est-à-dire la grande loi d'urgence sociale, le SMIC tout de suite, le blocage des prix. Si en 2 ans, on a le temps de mettre en place un certain nombre de mesures avant, et je vais y revenir, de passer à la 6ème République et de faire la suite, je pense que ça peut donner quand même des garanties. Et ensuite, pour revenir à votre question, on a des garanties justement de sortir d'une sorte de pouvoir solitaire. De présidentialisme. Parce que Macron, peut-être qu'il met un sweat, qu'il a l'air cool, etc. Mais je veux dire, son mandat, c'est 10 lois de liberticide là, dans les 2 dernières années sur les questions sanitaires. C'est son conseil de défense tout seul à huis clos où il décide le lendemain, il vient nous annoncer dans la télé ce qu'on va avoir le droit de faire pour la suite. Après, il y a une aspiration à gauche quand même à plus d'horizontalité, justement. Mais justement, la réponse, c'est la 6ème République, c'est la possibilité de révoquer des élus dont on n'est pas satisfait, c'est le changement des modes de scrutin. Qu'est-ce qui nous assure que la 6ème République, elle sera finalement plus démocratique, plus émancipatrice que le présidentialisme vertical d'aujourd'hui? Parce qu'il y a tout un processus. C'est un pari démocratique. Voilà, il faut dire 2 mots, c'est-à-dire. Mais ça, c'est fascinant dans ce processus de constituante, parce que le passage à la 6ème République, pour nous, ça passe par une constituante. Donc pour les gens qui ne sauraient pas nécessairement, c'est faire travailler pendant 2 ans, vous l'avez dit, des gens ensemble qui vont réfléchir sur la base de soit ils auront été élus parce qu'ils représentent une tendance politique, des programmes, etc. Soit ils auront été tirés au sort. On mettra la possibilité de choisir le bulletin tiré au sort pour déterminer la proportion de ceux qui arriveront à la constituante comme ça. Et ensuite, ce sera un travail collectif qui a déjà été mené dans d'autres pays. Et puis nous, on fait le pari démocratique et l'intuition qui est basée sur les sondages qu'on a fait sur nos propositions, nos mesures, où en fait, quand on demande aux gens si plus de justice sociale, plus d'écologie, de l'ambition sur ces sujets, il y a quand même une appétence pour ça. On n'est pas dans une société où tout le monde vit replié sur soi, terrifié par son voisin, etc. Il y a une envie de ça générale. Donc on fait ce pari-là. Et puis après, c'est aussi plus largement refonder un corps démocratique qui fonctionne. On ne se satisfait pas des taux d'abstention des dernières élections intermédiaires. On espère que ce sera mieux pour la présidentielle. Évidemment, c'est un enjeu extrêmement important, parce que si on continue de se satisfaire du fait que 30, 40, 50% des gens décident pour le reste du peuple, il y a un divorce, une défiance qui va continuer de s'aggraver et qui a des répercussions terribles sur la façon dont on vit ensemble et ce qui peut être trouvé comme solution collective. Donc, si j'ai bien compris, ça veut dire que la 6ème République, d'abord, c'est institué par référendum, c'est ça, au début du mandat? Exactement. C'est ça. Ensuite, elle travaille pendant 2 ans, elle adopte un projet de constitution soumis à référendum. Oui. Si c'est refusé,
Si c'est refusé, c'est refusé. On peut recommencer, ouais. Rien ne garantit que par ailleurs, si c'est accepté par référendum, ce soit un projet politiquement émancipateur ou libéral, ou enfin libéral politiquement, ou... Vous pouvez pas garantir, c'est justement... Non, mais c'est pour ça. Non, mais le sujet est intéressant, mais vous pouvez pas nous dire à la fois... Non, je vous pose la question. Non, mais il n'y a aucun problème, on fait de la contradiction. Vous pouvez pas nous dire à la fois les gens craignent une pratique autoritaire du pouvoir et nous faire le reproche de faire le pari de la démocratie, si vous voulez. Là, à un moment, il faut être cohérent sur l'angle qu'on utilise par rapport à nous, quoi. Donc, ouais, on fait le pari que la démocratie, elle produit des institutions qui sont des institutions dans lesquelles on fonctionne mieux, et on n'est pas complètement dans la nature, parce que quand vous interrogez les Françaises et les Français sur la proportionnelle, ils sont très majoritairement pour. Quand vous les interrogez sur le référendum d'initiative citoyenne, oui, vous avez quand même des propositions que vous défendez. C'est 63% d'adhésion. Exactement. Donc voilà, mais bien sûr qu'après c'est un débat. Bon, après, vous pouvez aller jusqu'au bout de la logique, mais qu'est-ce qui vous garantit qu'une fois que Jean-Luc Mélenchon est élu, il va convoquer la Constituante? C'est vrai. Bon, mais qu'est-ce qui vous garantit que Emmanuel Macron, quand il va être élu, va faire ce qu'il a dit? Rien ne vous le garantit. Et donc, c'est pourquoi, et d'ailleurs, c'est très important dans la Constituante. C'est très important dans la Constituante. Ce qui est important dans la Constituante, au-delà de tout ce que Clémence a dit, c'est que le programme qu'on porte, il ne peut pas s'appliquer si la société, elle n'est pas en mouvement. Si la société, elle s'arrête, si la société, elle rentre à la maison, elle dit on a fait une élection, et puis maintenant, allez, vas-y, mets en place ton programme pour que ça fonctionne. Comme en 80, par exemple, oui, mais comment on fait en sorte de ne pas reproduire ça? Donc il faut une société qui bouillonne. Et une société qui bouillonne, c'est une société qui débat, qui réfléchit de ses règles du jeu, qui est dans un débat permanent. C'est la seule condition à laquelle notre programme il peut s'appliquer jusqu'au bout. Donc nous, on ne dit pas aux gens votez pour nous et rentrez à la maison. On leur dit votez pour nous et continuez à vous mobiliser, et à la fin, on va y arriver. On a une dizaine de minutes sur ces questions de stratégie, mais on aborde déjà la question du programme. La position du candidat Mélenchon, la position politique, en tant qu'homme politique, elle a radicalement changé depuis les années 2000 sur un certain nombre de sujets, les sujets de société qui sont, certains sujets de société, en tout cas, qui sont aujourd'hui au cœur de ce dont on parle tous les jours. On va prendre un exemple, mais il y en a d'autres. On va prendre un exemple. En 2004, il explique son soutien à la loi interdisant le port du voile islamique à l'école dans un livre qui s'appelle Cause républicaine. Et il dit, en invoquant la propagation à grande vitesse du communautarisme dans notre pays, il souligne l'augmentation du nombre de femmes voilées qui serait le résultat d'une stratégie délibérée conduite par des groupes organisés qui testent la capacité de défense des institutions laïques dans notre République. Donc ça, on est d'accord, c'est en 2004. 15 ans plus tard, le ton aujourd'hui est complètement différent. Le terme dont il parle, c'est le concept de créolisation. Vous n'avez pas vu comment est fait le peuple français aujourd'hui? Vous ne savez pas qui c'est? Vous ne vous baladez jamais? Bien sûr que le peuple français a commencé une forme de créolisation qui est nouvelle dans notre histoire. Mais il ne faut pas en avoir peur. L'avenir de la France, c'est la créolisation, c'est le futur de la France, c'est cette solution-là, pacifique, bonne et vigilante. La créolisation, en clair, c'est l'acceptation d'une société multiculturelle, question qui continue à poser des débats dans le spectre politique français, dans les débats, mais aussi à gauche, on en reparlera avec Fabien. Il y a eu visiblement, au cours de ces années, par exemple sur ces sujets, un déplacement majeur. Alors, vous n'étiez pas en 2004, c'est trop jeune. Mais à votre avis, encore une fois, pour ceux qui nous regardent, à quoi c'est dû? Qu'est-ce que la FI, globalement, a intégré, ou Mélenchon lui-même, a intégré dans son logiciel qu'il n'avait pas été forcément auparavant et qui est contemporain, qui est d'actualité? D'abord, c'est plutôt une bonne chose qu'un personnage politique il soit capable de prendre en compte les évolutions de la société, premièrement. Donc moi, je le vois pas comme une faiblesse. Jean-Luc Mélenchon, il a aussi évolué, par exemple, sur la question écologique, le nucléaire, parce que il y a des enjeux qui sont venus nous percuter. Deuxièmement, vous pouvez pas faire abstraction, quand vous traitez des sujets politiques, du contexte. Et on sait très bien que le contexte dans ce pays aujourd'hui, c'est une instrumentalisation permanente, y compris par l'extrême droite, des problématiques liées à la laïcité pour pointer une communauté religieuse en particulier, c'est-à-dire les gens de religion musulmane. Bon, est-ce que ça veut dire qu'il n'y a aucun problème, qu'on ne doit jamais pas? Est-ce que ça veut dire que la laïcité, c'est pas un sujet important? Est-ce que ça veut dire qu'on est d'accord avec le communautarisme? Bien évidemment que non. Ça veut juste dire qu'on n'est pas obligé de participer en permanence à des campagnes qui sont des campagnes, de notre point de vue, d'atomisation de la société, de stigmatisation. Et donc, effectivement, aujourd'hui, on considère que sur ces sujets, il y a une instrumentalisation permanente qui fait que il faut opposer un modèle qui est un modèle alternatif. Et là, je pense que vous regardez la question de la créolisation, pardonnez-moi, un peu avec les vieilles lunettes. Justement, à mon avis, l'idée du concept de créolisation, c'est de dépasser des antagonismes qui ont existé dans la gauche entre
En gros, d'un côté la gauche universaliste et de l'autre côté la gauche multiculturaliste. Ou je prends des termes avec lesquels je suis pas très à l'aise, mais c'était comme ça que ces différentes sensibilités, on va dire, étaient exprimées. Donc en fait, la créolisation, c'est pas le multiculturalisme, c'est une tentative de dépasser tout ça en disant notre identité, c'est pas une identité figée, c'est pas une identité millénaire, c'est une identité qui est en mouvement permanent, qui s'alimente des apports, etc. Et je trouve, alors le concept il est compliqué, pas forcément toujours compris par tout le monde, mais je trouve que c'est salutaire de faire ça, d'éviter de sortir de ces affrontements pour essayer de proposer une position qui est une position qui peut regrouper ce qu'il y avait de bon dans chacune de ces sensibilités. Voilà, moi, comment je vois les choses, donc je trouve que c'est faire œuvre théorique utile de faire ça, à mon avis. Je vous pose la question parce qu'il y a aussi quelque chose de très contemporain sur la question du vote, par exemple. Les femmes voilées, en l'occurrence, dont on a parlé, ou les gens des quartiers populaires, ils sont amenés, pour beaucoup musulmans, ils sont amenés à voter à cette élection et peut-être plutôt à s'abstenir, en tout cas, quand on voit dans les quartiers populaires une élection arriver. Jean-Luc Mélenchon, il a dit ce week-end sur France 2, je crois, si les quartiers populaires ne votent pas pour moi, je ne serai pas au deuxième tour. Comment vous pouvez les mobiliser ? Évidemment, il y a des propositions qui peuvent parler à tout le monde. Quand on parle quartier populaire, nous déjà, la première chose, c'est des territoires où les services publics ont été éloignés de plus en plus des gens et où les difficultés s'accumulent les unes par-dessus les autres. Et puis après, il y a sur la façon dont on mène campagne aussi depuis des mois maintenant, où on fait des caravanes de l'Union populaire, où on va dans les quartiers justement pour entretenir la discussion politique, et on n'a pas cessé d'y aller depuis 2017 pour maintenir le dialogue vivant, en fait, voilà. Et puis c'est d'avoir réussi à faire participer à cette dynamique aussi cette tradition historique des luttes des quartiers populaires, des luttes sociales dans les quartiers populaires. Il y a eu un appel qui a été signé qui s'appelle On s'en mêle, qui a été signé par on en parlera des actrices tout à l'heure, et des acteurs 120 personnes des quartiers historiques, qui soutiennent Jean-Luc qui Mélenchon. ont été engagés dans les marches pour l'égalité, les marches contre le racisme dans les années 80. Et peut-être que ces thématiques, faut le reconnaître, on peut pas seulement dire on a toujours été parfait. Peut-être que ces sujets, on les a pas suffisamment pris en compte préalablement. Et donc on les prend en compte, et on les prend en compte à la fois avec des réponses qui sont des réponses aux problématiques que rencontrent les gens dans les quartiers populaires. Alors il y a des problématiques qui sont celles de tout le monde, l'accès à la santé, au boulot, au logement, etc. Et puis aussi des sujets auxquels ils sont confrontés plus spécifiquement. Quand vous habitez dans le centre de Paris, quand vous habitez un quartier populaire, votre rapport à la police, votre rapport aux violences policières, il n'est pas le même. Et ça, je pense qu'on l'a pris en compte aussi, et on a essayé d'apporter des réponses à ces éléments-là. Et donc je pense que oui, quand on est aujourd'hui habitant d'un quartier populaire, le vote pour Jean-Luc Mélenchon, c'est un vote qui, à mon avis, représente et apporte des réponses aux problématiques que les gens rencontrent au quotidien. Vous avez déjà répondu en grande partie, mais c'est une question qui m'intéresse pour avoir travaillé sur cette question d'idées républicaines, qui est beaucoup maniée en France. À gauche, vous l'avez dit. Anne Hidalgo, la candidate socialiste, vous avez donné un peu des leçons de République il y a quelque temps. Fabien Roussel vous taxe de laxisme sur la laïcité. Jean-Pierre Chevènement, grande figure de la gauche républicaine, aujourd'hui soutien d'Emmanuel Macron, dit qu'il ne trouve plus la République chez vous. Qu'est-ce que vous dites, pas forcément à ces gens-là, mais encore une fois, à des électrices, des électeurs qui se disent bon, mais en fait, si la République et l'universalisme, c'est plus Jean-Luc Mélenchon qui a employé ces mots-là, bon bah, qu'est-ce que je fais, quoi ? Bah, je leur dis qu'est-ce qu'il y a dans notre programme. Enfin, je veux dire, notre programme aujourd'hui, pardon, hein, c'est un peu arrogant, mais c'est le programme le plus ambitieux sur la question laïque de tous les programmes qui sont présentés à l'élection présidentielle. C'est-à-dire application stricte de la loi de 1905, extension sur l'ensemble du territoire national. Y compris l'Alsace-Moselle. Y compris le Concordat en Alsace-Moselle. C'est un programme... Enfin, moi, je veux dire, si vous voulez, au-delà de la polémique, c'est quoi le point de notre programme qui serait une rupture avec la laïcité, serait une rupture avec le républicanisme ou la vision républicaine ? Parce que si vous voulez, c'est facile de jeter des anathèmes. Moi, je peux dire, Madame Hidalgo, elle a rien de socialiste, Monsieur Jadot, elle a rien d'écologiste, je peux dire ça. Mais à un moment, il faut être capable de le démontrer sur la base de programmes, de propositions. Voilà, nous, on a fait le choix de pas trop répondre à ces polémiques, parce que là, en fait, on n'est plus dans le débat, si vous voulez. On est dans la polémique stérile. Nous, on n'a rien à se reprocher sur le sujet. Notre programme, il est, à mon avis, très clair sur ces questions. Chacun peut le consulter. Et après, s'il y a des débats, on en débat. Mais sinon, là, on débat sur du vent, en fait. Donc, c'est pas très intéressant, je crois.